Cet homme, dont les applaudissements viendront clamer la grandeur pendant encore 12 longues et émouvantes minutes, vient de recevoir un Oscar d'honneur par Jack Lemmon. For the incalculable effect he has had in making motion pictures the art form of this century. Figure controversée d'une époque, figure d'un cinéma bien connu à présent révolu, figure tantôt applaudie, tantôt huée, il observe avec émotion une foule de talents dont il a été, un jour ou l'autre, l'inspiration. Penchons-nous donc aujourd'hui en détail sur ce cinéma incontournable, jetons un œil au cinéma de Charlie Chaplin. Selon la légende, c'est dans les années 1910 que Charles Spencer Chaplin, dit Charlie, alors âgé de 21 ans, fouille dans le vestiaire des acteurs de la troupe de Keystone. En sortent des souliers taille 45, un pantalon flottant et tombant, une redingote noire étriquée et un chapeau melon trop petit coiffant cheveux frisés et moustache en brosse à dents. En alliant cet étrange assortiment à une canne souple en bambou et une démarche de canard, Charlie Chaplin venait de créer le Charlot. Le Tramp, ou Vagabond en français, le plus célèbre de tous les temps. Une silhouette passée de figurante à un personnage central que tout le monde connaît aujourd'hui et qui, traversant les générations, continue de faire couler les larmes, autant de tristesse que de joie. Ce personnage de Chaplin apparaîtra dans une 60aine de courts-métrages et quelques longs-métrages et forgera finalement toute l'image de son créateur. À une époque, Charlot était sans nul doute plus connu que Chaplin lui-même. Ce n'est pas pour rien que l'acteur-réalisateur se voit obligé de préciser au début de son second long-métrage, L'opinion publique en 1923, que ce personnage n'apparaîtra pas. Ce film sera d'ailleurs le premier échec du cinéaste. Celui qui ne devait être qu'un figurant perce l'écran dès les premières secondes. Le personnage fascine autant le public que les producteurs, qui ne s'embarrassent même plus avec des scénarios. Le Charlot suffit. Charlie retrouve l'ivrogne qui avait inspiré ses premiers succès au théâtre et fait de lui une représentation des minorités. Il débute ses films dans une situation miséreuse dont il essaie de sortir malgré ses nombreuses maladresses. Ce sont ses réactions décalées, son comportement imprévisible qui fait tout son succès. L'humour ne vient pas du fait que Charlot trouve un bébé, mais qu'il regarde en l'air pour voir d'où il est tombé. Et c'est ainsi que Charlie nous fait rire, en trouvant de la tendresse et de l'affection, même dans les moments les plus tristes, le pionnier d'un humour social et, étrangement, universel. En mettant de lui-même dans ce personnage, il n'en oublie pas son goût prononcé pour les femmes, notamment les jeunes femmes. I love you. Nous y reviendrons, mais celle-ci tombe systématiquement amoureuse du vagabond lorsque ce n'est pas l'inverse. Vous savez que vous êtes photogénique. Mais si le Tramp est faillible, il reste profondément bon. Après sa situation initiale, Chaplin se met, parfois malgré lui, à régler des problèmes extérieurs. Une histoire d'amour impossible dans Le Cirque, un enfant abandonné dans Le Kid, une femme rongée par la pauvreté dans les temps modernes. Le Charlot est un véritable défenseur de la veuve et de l'orphelin, un Robin des Bois moderne. Un personnage qui reste véritablement altruiste et optimiste malgré sa condition et qui s'efforce d'être vu comme un gentleman. L'historien du cinéma, Christian Hansmeyer, dira de ces films qu'ils se terminent avec Charlot, démuni et seul, marchant avec optimisme vers le soleil couchant pour poursuivre son voyage. Évidemment, d'un film à un autre, d'une époque à une autre, son personnage changera, s'affinera.
De caractère d'abord, rendu moins grossier, moins virulent contre l'autorité, sur la demande de ses producteurs. Séduit par un fils à sauver, une aveugle à aider ou un cœur à conquérir, il traversera ses épreuves en emportant les marques. Continuer de rire malgré le malheur lui sera de plus en plus difficile, jusqu'à son dernier tour de roue poignant dans les feux de la rampe en 1952. Mais il serait faux de dire que le Charlot est l'essence même du cinéma de Chaplin. S'il en est l'image célèbre, la représentation, sa genèse se trouve dans quelque chose d'autre, quelque chose de plus discret. La silhouette ne prend corps que lorsqu'elle est animée. What he was able to say without words, what he was able to express without words, just in head or with his eyes or with body language. Nous disions plutôt que, dès l'apparition du personnage dans les années 1910, alors qu'il n'était pas encore passé de l'autre côté de la caméra, Charlot errait dans des décors, dans des situations, sans véritable scénario. Jusqu'à l'opinion publique, Chaplin arrivait sur le tournage de ses films sans avoir de scénario vraiment achevé. L'écriture de ces scènes relevait parfois d'une simple prémisse, comme Charlot se promène dans la rue, sur lesquelles il improvisait. Des prémices que l'on peut retrouver dans ces films muets au sein des fameux cartons d'intertitres, parfois assez envahissants. Cette façon de travailler reposait donc essentiellement sur l'improvisation et poussait l'imagination de l'acteur dans ses derniers retranchements. Ces premiers tournages faisaient plus office de laboratoire de gags visuels que d'illustration d'une histoire. Il travaillait scène par scène, sketch par sketch, situation par situation, reliant le tout par un mince fil conducteur peu conséquent. L'important n'était pas l'histoire, ni le futur ou le passé, mais l'instant présent, directement plongé dans l'action. Cette manière de travailler avait évidemment ses défauts. Ne prévoyant pas ses courts-métrages dans leur globalité, ceux-ci souffraient de grands déséquilibres et de perte de rythme. Des scènes qui s'étiraient inutilement et des personnages assez inconsistants relégués à leur unique silhouette. Mais cette simplicité est aussi une constituante importante du cinéma de Chaplin. Bien qu'ayant énormément évolué au fil des années et des films, l'humour du Charlot est considéré comme un précurseur du slapstick. En effet, si on en croit Wikipédia, le slapstick est un genre d'humour impliquant une part de violence physique volontairement exagérée. Le terme vient de l'anglais slap stick, bâton claqueur en français, c'est-à-dire une férule double ou cliquette, inoffensive mais très sonore qui renforce l'effet des coups portés. Tout le travail de Chaplin dépendait donc de sa propre gestuelle, de ses idées physiques. Charlie mouvait son personnage avec une précision et avec un rythme millimétré qui lui venait naturellement. Un don du mouvement, de l'idée visuelle qui a logiquement fait son succès à l'époque du cinéma muet. Pour l'anecdote, Johnny Depp disait à propos de la scène dite de la danse des petits pains dans la ruée vers l'or, When you see the thing, it's very simple. It's so difficult. It's so difficult. It took me about 3 weeks to a month of really working on it. It's not just in this. It's in this. It's all in here. Chaplin's head. And, you know, the little glances, the side glances. Ce n'est qu'à partir de l'opinion publique que Chaplin commence à concevoir ses films en les pensant intégralement, pour une question de rythme, de dosage ou, plus généralement, de maîtrise. Seulement, la gestuelle est toujours aussi difficile à écrire et décrire au fil des pages de scénario. Les gags visuels ne fonctionnent qu'au visionnage d'une séquence et quelque chose de prometteur sur le papier peut s'avérer désastreux à l'image. Il arrive à trouver là un juste milieu entre le geste écrit et calculé et l'improvisation pure. Mais c'est là que Charlie va développer un réel attrait pour l'écriture de la situation. Celle-ci n'en est plus réduite à une simple prémisse, mais à un véritable travail de scénariste, un précurseur de la surenchère, de l'écriture du gag à plusieurs niveaux. Niveau 1,
Charlie est assis à côté d'une bourgeoise. Il paraît maladroit et elle le prend de haut. C'est fun. Niveau 2, la bourgeoise se met à avoir des maux de ventre. Charlie fait mine d'être gêné. C'est drôle. Niveau 3, Charlie a à son tour des maux de ventre. Égalité des rapports de force. C'est hilarant. Cette écriture de la situation est un travail supplémentaire en amont qui vient s'ajouter à son instinct et qui cultive chez lui une possibilité désormais envahissante, celle du perfectionnisme. La recherche du bon mouvement, du bon rythme, un comportement à la fois d'orfèvre et de chef d'orchestre. Sur son premier long métrage en 1921, Le Kid, chaque plan était répété environ 50 fois avant d'avoir la bonne prise. Ces multiples répétitions entraînent évidemment des dépassements de budget et des retards de planning. Mais depuis 1923, Chaplin accumule, en plus des casquettes d'acteur, de scénariste, de réalisateur, de monteur et de compositeur, celle de producteur. Grâce à la création de la United Artists, il n'a de compte à rendre à personne et se donne un contrôle créatif total. Une liberté qui lui permettra de laisser libre cours à ses envies autobiographiques et ses implications politiques. Un comportement qui provoquera autant de grands succès que d'échecs cuisants. Si c'est la First National qui a vu naître le Charlot, c'est bien la United Artists qui verra Chaplin s'épanouir complètement. Fondée le 5 février 1919 comme une coopérative destinée à distribuer les œuvres de ses fondateurs, elle se diversifie dans les années 1920 et 1930 en attirant d'autres producteurs indépendants. Des producteurs parmi lesquels on retrouve les noms de D.W. Griffith, Mary Pickford ou encore Charlie Chaplin. Ce gain de liberté permet à ce dernier de se sortir d'un rythme de production contractuel trop lourd et de permettre à sa créativité d'exploser. Ainsi, si elle n'en est pas le déclencheur, l'autoproduction va tout d'abord lui permettre d'assouvir ses envies autobiographiques. Car s'il y a bien une donnée qui compose toute l'œuvre de Charlot, c'est bien l'influence qu'a eue sa propre vie sur son travail. Dès son premier film, Charlie Chaplin nous contait l'histoire d'un petit orphelin abandonné par une mère perdue. Ayant lui-même passé toute son enfance dans la misère et la privation, perdu entre un père alcoolique et une mère à l'asile, difficile de ne pas dresser là le parallèle facile sur cette fable pourtant optimiste. Le Kid signe bien la première insertion du drame dans la bonhomie habituelle de ses films. Une habitude qui ne cessera de se confirmer au fil de ses films suivants. Lorsque Charlie sort Un roi à New York en 1957, il fait référence à sa propre expulsion des États-Unis après des ennuis avec la justice. Autre figure importante et controversée de son cinéma, l'image de la femme. Inspirée par sa figure maternelle absente et internée, les femmes de ses films sont des êtres devant être secourus. Elles sont systématiquement mises en position de faiblesse, que ce soit par pauvreté, par handicap ou par amour. C'est le personnage de Charlie qui va devoir les sortir de leurs conditions. Mais là encore, cette image va évoluer avec les années, en même temps que la vie et les questionnements du réalisateur. Il se marie une quatrième et dernière fois en 1943 avec Una O'Neill. Elle a 18 ans, lui 54. Cette figure féminine évolue donc en même temps que ses rapports familiaux. Pour la première fois de sa vie, Charlie vit le grand amour et passe donc d'une figure maternelle absente à une figure de femme aimante sur laquelle il peut se reposer. She would manage the house, the staff, look after the children, so that my father could have all the time he needed, or to write his autobiography, or to write music. He depended on her a lot. Cette insertion de sa vie sur son œuvre se fait d'autant plus ressentir lorsqu'il décide de se politiser. Certes, depuis Le Kid en 1921, l'œuvre de Chaplin a toujours été éminemment politique. Son combat contre l'autorité et son secours des minorités n'ont jamais cessé. Mais depuis les temps modernes, en 1936, sa politisation n'a jamais pu être séparée de son œuvre. Selon l'historien du cinéma, Charles Malan, aucun admirateur ne pourra séparer la dimension politique
de sa star de cinéma. Et ce n'est pas un changement qui plaît au plus grand nombre. À sa sortie, Les Temps modernes est un succès beaucoup moins grand que ses précédents. On lui reproche évidemment un discours politique trop appuyé. Mais Chaplin ne s'arrête pas là, se sentant obligé de parler des montées nationalistes en Europe dans son film suivant, en 1940, Le Dictateur. Dans celui-ci, Chaplin tourne en dérision deux grandes figures européennes effrayantes, Benito Mussolini et Adolf Hitler. Là encore, son indépendance financière lui permit ceci, réaliser une comédie sur le fascisme en 1940. Une comédie que le cinéaste va jusqu'à conclure sur un long monologue de 6 minutes où il exprime toute sa haine du nationalisme. You are not machines, you are not cattle, you are men. Ses films suivants continueront dans cette voie. Avec Monsieur Verdoux, Chaplin critique la guerre et sa banalisation de la part des États. Wars, conflict, it's all business. Et dans Un roi à New York, il fait référence à cette chasse du communiste aux États-Unis dans les années 50, le macartisme. Leadership in government is political power, and political power is an official form of antagonizing the people. Ce changement de ton et ses ennuis avec la justice qu'il accuse de communisme provoquent une lente baisse de sa popularité. Une situation qui lui déplaît énormément et qu'il ne pourra s'empêcher d'insérer dans Les Feux de la Rampe en 52, peut-être le film le plus personnel et autobiographique de son auteur. Autrefois clown adulé, Calvero est désormais vieux et alcoolique. Un jour, en rentrant chez lui, il sauve la mort de sa voisine Terry, une jeune ballerine qui a tenté de se suicider. Ici, au détour de séquences de rêves et de dialogues ciselés, bien qu'un poil bavard, Chaplin sort les mouchoirs et tout le poids amené par son personnage. Les Feux de la Rampe résonnent comme le chant du cygne pour le personnage du Charlot. Un adieu déchirant et sincère à la célèbre silhouette, dont il ne reprend pourtant pas les traits pour son dernier tour de piste. Comme n'importe quel artiste hanté par un succès, Charlie va avoir du mal à se débarrasser du Trump, qui continuera de le suivre, de le hanter, jusqu'à la fin de sa vie. Sa volonté de changer son cinéma, d'évoluer selon ses convictions et ses envies, fait de Charlie un artiste à la carrière riche et cohérente. Une évolution qui ne plaira pas énormément à son public de l'époque qui le boude dès qu'il ose s'éloigner du Trump. Alors, il convient finalement de se demander si Chaplin ne serait pas tout simplement un mauvais cinéaste. Malan écrit que la chute de Chaplin d'un niveau de popularité inégalé est peut-être la plus spectaculaire de toute l'histoire de la célébrité aux États-Unis. Expatrié en Suisse, accusé de toutes parts, Charles Chaplin n'est plus ce vagabond qui a fait sa renommée, mais une star de cinéma désormais controversée. Au-delà des considérations politiques, on en vient même à lui reprocher un certain amateurisme dans ses films. Et en effet, le cinéaste s'occupe moins de la réalisation que de la place des acteurs. Il dirige ceux-ci comme au théâtre, en simplifiant ses cadres à l'extrême et en comptant plus sur le rythme du mouvement des acteurs que sur quelconque effet de montage. On voit même de nombreux faux raccords, certes légion à cette époque, mais étonnamment très présents pour ce perfectionniste. S'ensuivent quelques maladresses de réalisation, des pertes de rythme causées par une façon unique de travailler, des cartons d'intertitres envahissants et parfois inutiles, et on en vient même à se demander si au final, Charlie Chaplin ne serait-il pas un homme de théâtre qui se serait trompé de médium ? La réponse, loin d'être transcendante d'originalité, est non. Évidemment, non. Tout ce qui vous poussait au théâtre, c'était le souci de donner une bonne représentation plutôt qu'une mauvaise. Avec les films, on était plus libre. Si Chaplin ne fait pas dans l'exubérance d'un Buster Keaton, il redouble d'effets discrets mais efficaces. Dans son autobiographie, Chaplin écrit que la simplicité est préférable. Les effets pompeux ralentissent l'action, sont ennuyeux et désagréables. La caméra ne doit pas faire irruption. Étanchant sa soif de perfectionnisme, il aime son art dans sa plus pure essence, autant qu'il en accepte les contraintes. La simplicité de ses cadres permet à Chaplin de maîtriser à la perfection ce qu'il montre et ce qu'il cache. Cela permet même de conserver le naturel d'une scène, d'un jeu,
et, pour Chaplin, de ne pas rendre le tout artificiel. Et même si c'est maladroit, parfois, Charlie connaît et utilise tous les outils cinématographiques à sa portée. Sa casquette de compositeur, par exemple, lui permet même de maîtriser aussi cet outil comme bon lui semble. S'il dépend plus ou moins d'un vrai musicien qui écrit ses partitions, celui-ci n'est que l'instrument du véritable créateur, qu'est Chaplin. Il comprend tout le sens que la musique peut donner à une scène. The interesting thing about his music is he says himself the music is the counterpart of the picture. So it doesn't mean because something is funny on screen that the music has to be fast and funny. Si Chaplin est resté muet de nombreuses années après l'apparition du cinéma parlant, c'est avant tout pour son amour du cinéma de la postérité, plus que de l'évolutif. L'homme de théâtre en lui aurait directement sauté sur l'occasion pour écrire de longues tirades et de longs monologues. En homme de cinéma, il décida de jouer selon la plus grande règle de son art, le show don't tell. Ne dites pas, montrez-le. Comme une provocation, il réserve ses premiers mots sur grand écran, non pas pour l'élaboration d'une phrase correcte, mais pour chanter un charabia incompréhensible et plus significatif encore. Mais s'il est meilleur pour montrer, est-ce pour autant que Charlie est mauvais pour dire ? Non, et bien au contraire d'ailleurs. Dans Monsieur Verdoux, en 1947, le réalisateur se filme en tueur de femmes en série. Débordant d'un humour noir, il manie chaque dialogue, aiguise chaque réplique et dote le tout d'une magnifique dimension de sous-entendu. Oh, could you not a soul anywhere? Perfect. Too bad we didn't think of this before. Yes. Un jeu jubilatoire, parfois balourd, parfois subtil, mais qui touche toujours juste. Charlie, malgré quelques maladresses, est loin de s'être trompé d'art, de médias d'expression. Il a très bien compris qu'une image vaut 1000 mots. Et quitte à parler d'un goût personnel, ma scène préférée du Charlot n'est pas un gag, elle n'est pas une gestuelle décalée ou un long monologue, mais elle est dans un geste doux, dans un regard, dans un sourire, dans une scène d'émotion pure, intimiste, captée par la simple légèreté d'une caméra. Après avoir visionné l'ensemble de ces longs métrages, une chose nous poursuit sans cesse. Une marque de laquelle transpire son cinéma, une marque qui ne laisse pas indemne et qui touche profondément. Car même après autant d'évolutions, passant du vagabond au roi déchu, Charlie n'a jamais cessé d'être sincère. Son cinéma, c'est lui. Jusqu'à sa mort en 1977, il ne mentit pas, ne tricha pas, laissant son art évoluer au même rythme que ses propres pas. Pour certains, Chaplin, c'est une silhouette et une gestuelle. Pour d'autres, c'est un rire politique, d'une liberté totale. Mais le cinéma de Chaplin, c'est avant tout la sincérité de la comédie face à la tristesse d'une société qui ne lui convient pas. Rire du malheur pour camoufler ses pleurs. C'est paradoxal, mais la tragédie stimule le sens du ridicule parce que le ridicule sans doute est une attitude de défi. Il nous faut bien rire en face de notre impuissance devant les forces de la nature, ou bien devenir fou. Continuer de rire, oui, mais a-t-il jamais eu le choix ?